donc vous avez ce rondin, qui est un des outils préférés, ça tombera pas plus bas, des gens qui pratiquent, et qui est un outil qu'on va mettre aussi sous le bassin ou entre les deux omoplates. Après, il y a aussi des bâtons comme ça, recouverts de caoutchouc mousse, qui vont être le long de la colonne vertébrale. Et en fait, les séances sont guidées un peu comme des séances de sophrologie par le mouvement. C'est que la personne a les yeux parfois ouverts mais souvent fermés et vous la guidez à rencontrer son monde intérieur. En fait, on a tout le cosmos, on a tout en nous. Est-ce que ça se rapproche de ce qu'on appelle la sophrologie quelque part Alors, ça ressemble au sens où, par exemple, par rapport à une séance de gym où on va être très à l'extérieur, ce qui ressemble, mais c'est pas de la sophrologie, hein, mais ce qui pourrait ressembler, c'est qu'on amène les gens à contacter leur monde intérieur. Sauf que là, c'est vraiment actif. Vous allez avoir, vous avez une balle sous votre trapèze, vous ressentez vraiment, dans un premier temps, la douleur, et plus vous rentrez en contact avec votre monde intérieur, plus vous pouvez ressentir aussi l'émotion qui est restée stockée dans votre trapèze, peut-être depuis des années. Mais on n'arrive pas très bien à imaginer corporellement comment ça se passe. La personne se met sur ses... Elle s'allonge, elle met les balles... Oui, non, mais je ne sais pas, mais je veux dire, en réalité... Alors là, la personne est allongée sur un tapis, voilà, ça peut vivre en groupe ou en individuel, et vous la guidez à travers donc, des mouvements, par exemple, lever votre bras au point d'apesanteur et faire un cercle comme ça, des mouvements très lents, aller rencontrer ces muscles superficiels, moyens, profonds. Donc avec une voix un petit peu comme celle que j'ai. Une sorte de forme de relaxation, enfin un peu. En même temps, c'est une relaxation, mais vous pouvez aller rencontrer vraiment des tensions très profondes que vous n'avez même pas imaginé avoir dans votre corps. Parfois, souvent les gens se réveillent au niveau de leur corps quand ils ont un lumbago, quand ils ont quelque chose de grave. Heureusement, ça change. Hein. En fait, on est comme ça. Et là, ça leur permet de prendre conscience de toutes ces protections qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes et qui créent une suradaptation au monde extérieur. Des croyances que pour être aimé, il faut accepter par exemple tous des autres, tous des hommes, tous des femmes. Chacun a ses propres protections et son système de croyances. Oui. Des systèmes de croyances qu'on peut aussi projeter sur le monde spirituel. Donc on interroge le corps pour qu'il désigne des problèmes, en quelque sorte. C'est ça, enfin, oui, tout à fait, c'est ça, et en même temps qu'il les désigne, il se transforme. Parce que quand vous venez respirer dans une tension, dans une émotion, et que vous l'accueillez, c'est là qu'il y a une dimension féminine, que vous l'accueillez vraiment cette émotion peut se vivre pour se transformer. Souvent, on a été, en tout cas moi j'ai 42 ans, et déjà à mon époque, enfin encore plutôt à mon époque, les personnes faisaient pas tout ce travail sur elles, etc. Donc nos parents eux-mêmes avaient des difficultés à vivre leurs émotions. Donc que ça a été dit ou que ça a été senti, souvent on a retenu ces émotions. Et vous voyez, quand on avale une émotion, ça reste dans la gorge. D'accord ? Et la gorge, c'est relié à une des cuirasses les plus fondamentales, qui est la cuirasse d'impuissance, qui est vraiment... En fait, les cuirasses, c'est comme des couches d'oignons. Vous avez la fondamentale, qui est au cœur de votre corps, et vous rajoutez des couches, l'impuissance et le désespoir, le mal-aimé, la cuirasse de protection, que Marie-Lise a nommé en s'inspirant aussi de William Reich, qui avait fait ce travail. C'est comme des couches, et dans la méthode de libération des cuirasses, on va venir peler les différentes couches pour revenir au cœur du corps. D'accord. On va se rasseoir. Donc là, on rentre vraiment carrément dans la méthode. Mais voilà. Donc vous avez cette approche. Et on va passer un petit peu, on reviendra peut-être après. Donc, vous intéressez beaucoup à la Lune. Je m'intéresse beaucoup à la Lune parce que je l'ai à l'ascendant, pour les astrologues, petit détail. Et parce que justement, j'ai beaucoup... pour moi, la Lune, c'est vraiment l'incarnation du principe solaire dans son quotidien. Comment concrètement on applique les grands idéaux. Et avec 4 planètes en Sagittaire, je peux vous dire que des grands idéaux, j'en avais beaucoup. Et tout ça se faisant au carré de ma Lune en Vierge, j'avais du mal à les appliquer vraiment dans mon quotidien. Et je sentais de plus en plus une séparation entre ce que je pouvais prôner et qui j'étais. Et ça a vraiment été du coup le cadeau de la méthode libération du cuirasse et de tout le travail que j'ai pu faire sur moi, aussi en phénothérapie, etc. De revenir au terrestre en fait, au présent, au corps, parce que pour moi la Lune est aussi reliée au corps. Et c'est pour ça que mon grand dada, quand même j'ai des dadas, mais comme ça dit. Mon grand dada, c'est vraiment de relier le spirituel au terrestre
Alors, ça paraît très vaste, hein, mais à ma façon. Le spirituel étant lié aussi au cosmos. Enfin... Voilà, le cosmos, parce que le terrestre est aussi spirituel, hein, mais oui. vous avez raison de le nommer. En tout cas, de relier les concepts corporels, psychologiques et spirituels. Et la Lune, en ce sens, et chaque jour, on nous demande de comprendre. Chaque jour, on peut être mini-testé par des choses si on est ouvert. Oui. On nous montre des choses, on nous fait comprendre des choses. Oui. Là, je vous rencontre, ça m'ouvre encore dans mon champ de conscience. Mais alors, ce qui est remarquable dans votre approche de l'astrologie, c'est que vous êtes dans le nous. Hein, c'est-à-dire que nous sommes tous, voilà, à un moment donné, dans un certain type de tonalité. C'est pas celui-là oui, celui-là non. C'est une synchronicité au niveau du vécu collectif. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, le thème natal n'est pas la référence, puisque le thème natal, c'est ce qui nous spécifie. Alors que vous voulez d'abord qu'on ait une conscience d'un vécu ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que je rejette le thème natal, parce que je l'utilise en thérapie. Oui, c'est ça, mais c'est pas le truc à mettre forcément en premier. Hein. C'est ça. C'est déjà de comprendre dans quel grand cycle planétaire c'est ça. Qu'est-ce qui nous est demandé collectivement de comprendre. Et là, c'est là que les bulletins que j'ai écrits de pleine lune sont vraiment partis à la base d'une envie du cœur de partager ce qui me servait moi personnellement dans mon quotidien. De savoir que j'avais comment pouvoir le partager au plus grand nombre pour qu'il fasse 4 ans d'études d'astrologie. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment en êtes-vous arrivé là? Comment êtes-vous passé de l'astrologie que vous avez... Quand vous avez commencé l'astrologie, vous n'étiez pas dans cette démarche, je suppose, exactement. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans l'astrologie du thème natal. Tout à fait. Et comment vous en êtes sorti? Comment vous avez pris conscience qu'il y avait une autre dimension qui était plutôt au niveau du collectif, au niveau mondial, qui pouvait faire sens au niveau personnel? Comment j'en suis arrivée là? Ça a été toute une démarche. Déjà, je me suis intéressée au bulletin de Daniel Clermont, qui est le plus connu dans ce type de démarche, qui écrivait des bulletins les jours des pleines lunes. C'est arrivé à moi comme ça. Et je me suis dit, j'aimerais faire ce genre de choses, mais en mettant encore moins, je me suis dit, alors, mais pas trop, alors, mais en mettant encore moins de mots astrologiques et connectés à qui je suis. Et moi, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, je suis pratiquante en psychothérapie, en phénothérapie, c'est un mot qui est pas encore... Vous pouvez nous dire, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la phénothérapie, très rapidement? Alors, la phénothérapie, c'est un terme qui a été créé récemment par Louis Parez, qui est aussi formateur en méthode de libération naturelle, qui est un grand psychothérapeute en Belgique, et qui a fait une espèce de synthèse des différentes méthodes de psychothérapie, justement pour sortir de la méthode. Et c'est vraiment prendre en compte, ça vient du mot phénoménologie, ce qui se passe justement quand la personne vient, pas d'avoir, tiens, je vais faire travailler là-dessus la personne qui vient te voir, c'est partir de ce qui se passe au quotidien en intégrant la dimension holistique et corporelle. C'est-à-dire que vous pouvez faire une analyse pendant des années. Si vous restez au niveau mental, j'ai rien contre les analyses, hein, mais on peut vivre une analyse au niveau mental, ou aussi la laisser descendre dans le corps. C'est comment ces émotions peuvent vraiment être vécues et que le thérapeute se place dans son bassin, son axe lié au féminin, se place vraiment dans son corps pour pouvoir accueillir, être comme une forme de matrice qui permet l'alchimie, qui permet la transformation, plutôt que de dire je sais, je suis le savant. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter les thèmes nataux. Je ne sais pas. Parce que, en tout cas pour mon évolution, il fallait que je passe de celle qui sait à celle qui écoute. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant, il se passe beaucoup plus de choses que quand je recevais des gens et je croyais savoir, alors que si on laisse le silence, mais c'est pas facile de laisser un silence, si on laisse le silence se faire et vraiment dans une écoute enveloppante et dans l'inconditionnel, il y a des choses extraordinaires qui se passent. D'accord. Donc effectivement, d'ailleurs, en réalité, je pense que beaucoup d'astrologues, malheureusement, ne comprennent pas que l'astropsychologie peut être aussi fondée sur les cycles mondiaux et collectifs et pas uniquement sur le thème natal. C'est que l'avantage, c'est qu'on peut expérimenter l'astrologie en s'apercevant que ce qui nous arrive, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive aux autres. Donc
ça me permet d'arriver à une approche quantitative de l'astrologie et qui n'est pas uniquement centrée puisque l'astrologie marche pour moi, l'astrologie marche. Là, il faut que l'astrologie marche pour tout le monde pour qu'elle soit validée. Donc même sur le plan épistémologique scientifique, c'est déjà une position qui est plus compréhensible. Et si on vous posait comme question, justement, un peu dans l'astrologie, de quoi traite l'astrologie en général? Oui, quelle est la définition que vous proposeriez de l'astrologie? De quoi s'occupe-t-elle en rapport justement à en liaison avec ce que vous venez de dire, enfin, je pense. Je pense qu'elle permet plusieurs choses, hein, mais c'est une bonne question. Je n'ai jamais réfléchi en ces termes exactement, mais je pense qu'elle permet à l'humain de se relier à des archétypes, de se relier aussi au vivant, au mouvement, et d'aller progressivement, de prendre conscience en fait alors si on fait le thème natal, d'où on vient et quelles ont été les blessures qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Et si on prend l'astrologie au niveau, l'astrologie mondiale adaptée à l'astropsycho, c'est qu'est-ce qui en ce moment, qu'est-ce que je vis en ce moment, d'aider à prendre conscience en fait de ce qu'on vit en ce moment et qu'est-ce qu'on a à transformer pour finalement la finalité de tout. Pour moi, c'est l'amour. Enfin, je pense pas que je sois la seule à dire ça. C'est comment on peut arriver à un niveau d'amour plus important en comprenant chaque jour au quotidien qu'est-ce qui nous est demandé. Oui, là, l'astrologie devient une grande dame. Mais enfin, je voulais, il y a le problème du jeu et du nous. Parce qu'en fin de compte, en réalité, l'astrologie, elle nous parle de nous, à nous en tant qu'espèce humaine, et pas nous en tant qu'individu. Or, en français, quand on dit nous, on ne sait jamais très bien. Parce que, bon, donc effectivement, la différence, c'est qu'il y a des gens qui disent l'astrologie permet de comprendre la personne, et là, l'astrologie nous permet de comprendre plutôt l'espèce humaine. L'être humain en général. Alors pour moi, ça serait les deux. Oui, je sais, mais malgré tout, il faut déjà elle nous parle d'abord de l'être humain. Bien sûr. Alors que beaucoup d'astrologues disent, elle nous parle d'abord de l'individu. Alors, moi je dirais pas qu'il y a, enfin, j'essaye d'éviter justement de trancher parce que c'était un peu mon ancienne façon de faire les choses. Pour moi, elle peut être utile pour les deux, mais en tout cas, elle nous raconte qu'est-ce qu'on a en commun, en fait, comment on peut se relier aux autres, qu'est-ce qu'on a en commun avec les autres, et quelle est notre particularité, quelle est notre essence, quelle est notre, ce que Luc-Barrès appelle notre diamant intérieur. Alors, en tant qu'individu ou en tant que... En tant qu'individu aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai ressenti de plus en plus qu'en me reliant au féminin, en me reliant à cette humilité finalement de la lune en vierge, de vivre dans le quotidien ces grands principes spirituels, ça me faisait avancer parce que c'est ce que me demande mon thème. D'autres personnes, peut-être, se sont incarnées pour vivre d'autres choses. Mais ceci dit, le but final, il est le même, mais ça passe par des diamants intérieurs différents. Quand je vous dis j'aime relier le ciel et la terre, etc., ça s'est présenté à moi. Je l'avais dans mon thème. Vous voyez, le thème m'a permis de conscientiser que la vie m'emmenait vers ça. Mais la vie, c'est mon âme aussi. Alors pour revenir à rester en astrologie, donc il y a des configurations qui sont importantes pour vous, qui sont pas fortes. Et vous pensez que le public doit être... On ne ferait pas une astrologie qui s'adresse au public et qui lui parle de ces moments particuliers qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas la question des signes solaires, etc. Mais c'est des configurations qui sont marquantes sur le plan astrologique et qui doivent être mises en avant. Et il y en a combien à peu près Est-ce que vous pourriez en mettre une par mois? Comment ça se passe? Alors, ou c'est plus exceptionnel? Il y a tous les cycles, vous savez comme moi, par exemple en ce moment Saturne rétrograde. Oui, c'est ça. Donc vous feriez chaque fois qu'il y a une configuration importante, vous mettriez l'accent là-dessus, c'est ça? Alors ça c'est en évolution. Pour le moment, ce que je fais, c'est que il y a des bulletins qui sont gratuits. Parce que c'est important pour moi la notion du gratuit. C'est les bulletins que je fais à la nouvelle lune et les bulletins que je fais à la pleine lune. Qui s'appellent comment? Les bulletins planétaires. D'accord. Bulletins planétaires de nouvelle lune et pleine lune. Et on les reçoit par courrier ou sur mail? Alors les gens s'abonnent à mon site, il y a 800 abonnés, quelque chose comme ça, qui s'abonnent. Et en fait, pour le moment, mais il faut que je regarde techniquement, j'ai pas eu le temps de... C'est pas mal 800 abonnés. J'envoie par internet, par mail, le lien sur mon site. D'accord. Et en fait, j'ai eu l'idée, donc c'était il y a 6 mois, vous voyez, c'est récent, de créer un bulletin qui s'appelle La Vie Magique. Au départ, j'avais prévu de faire tous les jours, puis je me suis rendu compte, déjà j'avais peur que ça rende les gens trop débordants, et puis dans mon emploi du temps, c'était vraiment trop. J'avais prévu de
faire des vidéos, enfin j'ai simplifié, ce que je dois apprendre à faire aussi. Et j'en envoie 2 par semaine pour les abonnés. C'est pas un abonnement très cher, hein, c'est genre 10 euros, enfin là, il y a des petites promotions. J'en envoie 2 par semaine, plus lors des pleines lunes, je leur envoie l'effet de la pleine lune ascendant par ascendant. Donc, dans ces bulletins, j'invite les personnes, donc je décris les énergies du moment, en termes français, justement, pour pas que justement, pour que ça soit accessible à tous. Je mets quand même les références astrologiques à la fin pour les astrologues, parce qu'à un moment donné, on a cru que j'étais médium ou autre. Alors, on est tous un peu médium, mais je partais quand même vraiment du système, hein, c'est parce que j'écrivais spontanément, j'adore écrire. Et j'ai invité les gens à essayer de se poser la question s'ils vivent cette journée dans la conscience ou s'ils la vivent dans la dualité. Et il n'y a pas de jugement ni dans l'un ni dans l'autre, c'est juste voir comment pouvoir vivre ces énergies planétaires dans la conscience. Par exemple, hier il y avait une conjonction Lune-Saturne, Scorpion. Probablement un certain nombre de gens ont vécu des angoisses, soit des angoisses qu'ils ont projetées sur les autres. Alors, c'est pas forcément que des angoisses, hein, ça peut être une prise de pouvoir sur soi, ça peut être bien vécu. Mais si c'était un petit peu difficile, la vie dans la dualité, c'est s'énerver sur son chef, qui est vraiment hyper manipulateur, et c'est infernal, et ça. Et la vie dans la conscience, c'est se dire, comment moi j'ai été manipulée dans mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pour vivre vraiment profondément les choses. Ça réveille ça, oui, c'est ça. Parce qu'une émotion qui est profondément vécue, elle circule, non plus à la revue. Donc la configuration astrale va travailler la personne, en fait, va faire, chaque configuration astrale va réveiller certains points de la personne. Donc tout à l'heure, on était en train de parler du réveil physiquement par les objets. C'est ça. Et là, c'est un réveil, c'est un stimulus qui passe par les configurations astrales. C'est ça. Ça doit être mon Uranus en maison 3 qui a besoin de réveiller les gens. Mais chaque fois, il y a une prise de conscience. C'est ça. C'est vraiment ouvrir la conscience. Et avant, j'étais très dans ouvrir la conscience. Et maintenant, j'essaye d'être dans ouvrir la conscience et aider à transformer dans le quotidien. Parce que si on reste dans les généralités, la personne, dans son quotidien, elle va continuer à agir avec ces systèmes. C'est beaucoup plus facile pour nous d'agir avec nos protections, avec ce qu'on connaît déjà. Donc c'est pour ça que le quotidien, pour moi, est important. Parce que quand je recevais des gens en consultation d'astrologie, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté, certes, je leur ouvrais des portes, mais parfois, déjà, je trouvais que c'était trop de parler de toutes les blessures en 1h30, c'était pas... supportable, donc je ne pouvais pas tout dire, mais en même temps la personne avait l'impression que vous disiez tout, enfin ça me mettait dans une espèce de chose, en tout cas en astropsycho, je sentais que c'était plus juste pour moi, je ne dis pas que d'autres ne peuvent pas le pratiquer. Donc quand vos consultations, quelque part, elles sont marquées par les configurations du moment, c'est elles qui vont un petit peu agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne fais plus de consultations d'astrologie, oui. Bon, déjà aussi parce que ça demande beaucoup de préparation et ça me prenait beaucoup de temps, mais quand je reçois quelqu'un en thérapie, si la personne le veut bien, j'ai son thème avec moi. J'essaye de ne pas trop le regarder non plus, pour être vraiment présente avec la personne. Mais parfois, par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dit, je regarde le thème, ça me fait encore aller plus loin. On voit qu'il y a le soleil qui passe à l'ascendant, donc on parle de la naissance, et la personne connecte l'émotion à la naissance. Enfin, voilà, ça permet de faire des prises de conscience un peu plus rapides, mais j'arrive pas en disant, ben voilà, il y a ça. Je parle de l'individu. Si vous voulez, moi, l'objection enfin, qui me vient à l'esprit, c'est pas une objection, mais c'est que, en fin de compte, il y a un phénomène de suggestion qui peut jouer, hein, forcément. Hein. C'est-à-dire qu'on est incité à réfléchir. C'est comme les gens qui lisent leur horoscope. C'est-à-dire qu'on lit quelque chose qui vous dit, allez voir de ce côté-là ce qui se passe. Et pourquoi pas? Mais à ce moment-là, les gens qui sont sceptiques par rapport à l'astrologie diraient, bon, ben là, très bien, vous servez de l'astrologie de façon heuristique. C'est-à-dire vous dites à la personne... tiens, voilà, c'est comme si, à la limite, je vais prendre un exemple un peu provocateur, c'est comme si on disait, voilà des papiers, vous tirez un papier de la boîte, et puis on va travailler sur le papier que vous avez sorti. Je comprends. Pourquoi pas? Ce serait une façon, d'abord, premièrement, on vous dirait, ah, mais c'est pas par hasard qu'elle a sorti ce papier, ce qui d'ailleurs nous ramène au rapport entre astrologie, médiumnité, etc., ce qui n'est pas complètement idiot non plus. Hein, on pourrait aussi dire, voilà, bon, ben, on sort une carte, aussi, à la limite, on sort une carte de tarot ou on sort un papier et on va travailler à partir de cette carte-là sur les problèmes qui sont liés au fait que en plus c'est vous qui avez tiré la carte, etc., etc., etc.
Et c'est pour ça que j'essaye d'être le plus... J'essaye de ne pas être prédictive, parce que ça, pour moi, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, mais plutôt, par exemple, pour revenir à quelque chose de concret, parce que j'aime bien revenir au concret, hier, la lune Saturne en Scorpion, pour certains c'était la manipulation qui apparaissait, pour d'autres c'était la peur de la mort, mais c'était toujours quelque chose de très profond, lié au transgénérationnel par exemple, donc c'est assez vaste en fait, et c'est la personne en le vivant qui va juste se dire, en fait ce que ça va lui permettre de savoir, c'est ce qui s'est passé hier, c'était important, il faut que je m'en occupe. Quand il y a des énergies taureaux, je vais conseiller aux gens peut-être d'aller plus marcher dans la nature ou de chanter, enfin... Vous voyez, et souvent les gens quand ils lisent mes bulletins, ils me disent mais j'ai l'impression qu'il a été écrit pour moi. Et surtout ça leur permet de se dire qu'on est quand même dans des années de transition planétaire, alors ça on pourrait aussi en discuter, mais on peut le voir dans le carré Uranus-Pluton, etc. Où on se sent, enfin tous les gens avec qui je discute, on sent qu'il y a une accélération, il est un peu bousculé. Ça c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup de savoir qu'il y a des périodes vraiment qui nous emmènent dans la profondeur, c'est très soutenant aussi pour les personnes. Il y a aussi un aspect soutenant de l'astrologie, de se dire, waouh, là ce que je rencontre, parce qu'il y a des gens, ils font un travail sur eux depuis des années, et ils rencontrent une blessure énorme une journée, et de se dire, ok, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas servi. C'est juste qu'en ce moment, on est vraiment amené à descendre encore plus profond. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est que, mais vous, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le dire, on est quand même dans le court terme là. Hein, on est dans l'instant, etc. Est-ce que vous travaillez aussi sur des choses à plus long terme? Alors, quand je fais les... alors, c'est pas trop mon dada. Justement, non mais est-ce que vous pouvez dire, est-ce que par exemple vous avez quelque chose qui dit, par exemple, bon, vous avez 3 ans pour faire telle chose, par exemple, et pas 3 jours, je veux dire. Oui. Alors, ça c'est plus en individuel. Par exemple, la personne arrive, elle a Saturne en 12, elle a l'impression que tout ce qu'elle fait, ça tombe à l'eau, etc. Je l'invite plutôt à aller rencontrer son monde intérieur. C'est une phase où elle va retravailler sur sa structure. Et que quand Saturne passera à l'ascendant, ça sera plus. Ça lui permet d'accompagner cette phase, plutôt que de se dire, elle essaie de lancer, d'être dans l'action, par exemple. Quelqu'un qui est très feu et qui a Saturne en 12, il peut être perturbé, ou même Jupiter. Et quand je fais les bulletins de pleine nuit aussi, je parle quand même, par exemple, en ce moment j'ai parlé de la rétrogradation de Mars, de Saturne, qui sont un peu plus long terme. Mais par contre, je sais qu'il y a des astrologues qui prévoient l'astrologie mondiale à 3, 5. Comme moi je suis dans le psychologique, oui, mais alors, on ne peut pas tout faire. Oui, mais moi non, mais je crois pas. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait pas un divorce entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. On a parfaitement le droit de faire l'astrologie individuelle et de travailler sur des périodes de 3 ans ou 4 ans. C'est pas réservé à l'astrologie mondiale. Alors là, peut-être que ma réponse, ça serait que mon temps est limité, que je suis aussi maman, et que je reçois en thérapie, que je reçois en groupe, que je donne des cours de chant aussi en entreprise de chorale, que j'écris ces bulletins. Et que du coup, peut-être que c'est important aussi pour moi de me placer. Dans le quotidien. Oui, en ce moment en tout cas, et d'être. De ne pas vouloir tout faire. C'est aussi mon défaut. Non, mais je comprends très bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, vous, en tant que, pour entrer dans votre logique de Sagittaire, que je suis Sagittaire aussi, mais enfin bon, on a tendance à voir les choses à long terme. C'est ça. Et on sacrifie le court terme au long terme. Et donc vous êtes par réaction, vous dites voilà, travaillons carrément, pas au jour le jour, mais enfin tous les 3 jours, ou je sais pas quoi, enfin travaillons mois par mois, ayons un rythme à la fois un rythme qui soit assez saccadé, mais en même temps où il n'y ait pas de choses à trop long terme qui relativisent trop le présent ou le moment, etc. Tout à fait. Parce que aussi parfois on aurait tendance à dire, bon, il y a Saturne rétrograde en Scorpion, on attend que ça passe. Hein, et c'est pas comme ça que ça va passer justement. Et peut-être aussi, ce qui me venait quand vous me disiez ça, c'est intéressant, ça me permet de comprendre des choses, c'est que cette Vénus, cette lune en Vierge que j'ai avec toutes ces planètes en Sagittaire, j'en ai 4, c'est aussi trouver cette amplitude du Sagittaire d'ouverture de conscience dans le quotidien. Comment on peut amener, parce que le Sagittaire c'est voir loin, mais c'est aussi ouvrir la conscience là, sur Terre. C'est ça ce carré que je suis en train de... Oui, mais alors les gens qui seraient plutôt, par exemple, Gémeaux, par exemple, alors si je rentre dans votre logique, on aurait plutôt intérêt à leur demander de revoir les choses un peu plus loin. Ils auraient peut-être une problématique inverse de la vôtre. Non, parce que là, je vous parle que d'un carré, mais on a les deux. Non, mais oui, d'accord. Mais je veux dire que cet exemple qu'on a pris, on peut l'inverser. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le problème, c'est pas celui-là. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est là que
que je parlais de notre diamant intérieur. C'est que pour moi, ce qu'on fait, c'est là où on doit se confronter nous-mêmes. C'est là où on a notre plus grande blessure qu'on doit aller. Alors, ça rend humble. Hein, pour moi, quand on est thérapeute, c'est souvent qu'on a eu une enfance pas forcément facile, etc. Et que du coup, on a été sensibilisé aussi à des choses et qu'on peut aider les gens. Normalement, on a quand même libéré un certain nombre de choses qui permettent un degré d'amour et de non-projection. Mais par exemple, moi qui étais quand même à un moment donné, on va dire, un peu perché, à un moment donné dans ma vie, ou alors complètement en refus du spirituel, j'ai vraiment fait cet aller-retour. J'ai beaucoup de gens que j'accompagne aussi dans mon cabinet qui peuvent avoir eu des concepts spirituels qui étaient des protections, parce que dans la cuirasse de protection, qui est au niveau du diaphragme et dans les diaphragmes secondaires, une forme de protection, c'est de se relier, de quitter la terre. Quand un enfant est battu, ou même quand il vit des choses difficiles. Il y a une sorte de schizoïdie un peu, voilà, c'est une distanciation, je suis là mais je ne suis pas là. C'est ça, hein, dans tous les gros traumas, que ce soit des jugements, des viols, il y a un cloisonnement, il y a un clivage qui se... Voilà, il y a un clivage, et du coup la personne se réfugie dans des systèmes de croyances spirituelles, et ces personnes-là, si elles tombent par exemple sur un psy qui n'est pas du tout ouvert au spirituel, ça ne va pas résoudre leur truc, ça les remet dans cette dichotomie. Et moi, ayant vécu tout ce processus de réincarnation en acceptant le spirituel, mais le spirituel c'est aussi ça, c'est pas que des concepts en fait, c'est une expérience de l'amour au quotidien, et c'est dans le corps aussi. Et ça, c'est le chemin que j'ai vécu, et c'est le chemin que je fais vivre, et c'est pas le seul chemin. Les gens qui viennent me voir, c'est pas ceux qui iront voir un autre... Voilà, en fin de compte, c'est ça. Ça correspond à un profil de personne. C'est ça. Ceci dit, ce qui touche en fait sur ces résultats que j'écris aux pleines lunes, c'est qu'on est tous, pour le coup, on a tous la pleine lune dans un axe de notre thème. Oui. D'accord ? Et donc là, tout le monde est concerné. Après, vous savez comme moi qu'il y a très peu de gens finalement au regard de la population mondiale qui s'intéresse vraiment à l'astrologie. Mais justement, ce qui me motive, c'est de redonner, je pense comme beaucoup d'astrologues d'ailleurs, c'est l'être de noblesse à l'astrologie et montrer qu'elle est reliée aussi à la psychologie. Alors vous attachez beaucoup d'importance, je crois, à l'ascendant. Oui. Dans votre système, plus à la limite que le soleil, qu'au soleil. Parce que l'ascendant et les maisons qui dérivent de l'ascendant. C'est ça. C'est pas que je donne pas de l'importance au soleil. C'est juste que comme les pleines lunes se font dans un axe, cet axe, forcément, c'est un axe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, qui nous écoutent, les maisons, c'est des lieux. Imaginez une planète qui est un acteur, un signe qui est une énergie, et la maison, c'est le lieu d'incarnation. Oui. Et je trouve que ces lieux d'incarnation viennent quand on commence à faire un travail sur soi. On ne vit plus l'énergie dans tous les sens, on la vit dans une maison. Voilà. Par exemple, toutes ces planètes en Sagittaire, moi avant je voulais toujours voyager, etc. Comme elles sont dans la maison 4, qui est comme la maison avec le cancer, c'est plus un voyage intérieur que je suis amenée à vivre et à faire vivre. Mais ça, c'est venu par le travail sur moi. C'est pour ça que ça m'intéressait d'agir sur ces axes. À la limite, les maisons vous parlent plus que les signes zodiacaux. Tout me parle en fait, hein. Je peux pas dire non, mais parce qu'à ta côté, les maisons, il y a un côté plus concret par certains côtés. Voilà, ça parle plus que le symbole zodiacal hein, pour beaucoup de gens. C'est ça. Par exemple, c'est même un peu suspect à la limite parce que il y a un côté un peu divinatoire dans les maisons. Hein. Oui. On parle des enfants, des mariages. On retrouve un langage un petit peu comme ça. C'est pas ce qui. Parfois, ça énerve. Oui. C'est ce que j'essaie d'éviter. Alors, par exemple, la maison 2, c'est l'argent, mais c'est aussi, pour moi, le lien qui s'est créé avec la mère et la valeur qu'on s'accorde. Oui. La maison 5, c'est la façon dont on va... est-ce qu'on est suffisamment rentré, on le voit dans l'été et la réalité, hein, des gens qui n'ont pas vécu leur maison 4, qui ne savent pas vraiment qui ils sont profondément, ils vont chercher à... Give me, donnez-moi de l'amour... ils attendent quelque chose d'extérieur, mais au fond, il y a un vide. Heureusement, peut-être pas tous, je ne vais pas généraliser. Je donne toujours cette image parce que ça fait image aux gens. Ça, c'est vivre la maison 5, de vouloir être reconnu, etc., sans avoir vécu la maison 4 avant. Donc, effectivement, c'est les enfants, mais c'est aussi les créations, c'est ce qui va émaner de nous, c'est comment on va s'exprimer. Oui. D'ailleurs, les maisons jouent un rôle important aussi dans les horoscopes des journaux, parce que finalement, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi. Hein. Ils prennent le soleil, ils créent les maisons solaires, et puis ils regardent si chez les gens du Sagittaire, Saturne ne va pas tomber dans la maison 3 ou la maison 8, etc. Donc, mais alors, je voudrais vous poser une petite question un peu indiscrète dans votre rapport à l'astrologie.
Pour vous, l'astrologie, c'est quoi? C'est une tradition d'où elle sort? Pourquoi vous lui donnez une taux d'importance? Enfin, le fait que les maisons aient reçu ces significations, d'où ça sort? Alors ça, c'est... moi, je suis pas tellement une historienne. Je sais que j'ai d'ailleurs des lacunes dans ce domaine-là. Non, parce qu'on peut se poser la question, à un moment donné, elle parle de ça, mais où est-ce qu'elle a été chercher ça? D'où ça sort? Pendant mes 4 ans d'études d'astrologie, j'ai douté, quasiment pendant les 3 premières années, et je doute encore d'ailleurs, je pense qu'on doute tous, mais plus forcément de l'astrologie en elle-même. Et j'ai vérifié. J'ai vérifié ce qui était... En fait, au fur et à mesure que je comprends mieux mon thème, il y a comme une certitude qui devient à l'intérieur. D'ailleurs, avant, j'étais toujours en train, je me souviens, au tout début, je m'énervais, j'essayais de convaincre les gens, etc. Parce qu'au fond de moi, je n'étais pas complètement encore convaincue, au début de mes études. Et maintenant, il y a comme... Quand vous recevez des gens en thérapie qui viennent avec la lune en 3, vous dites rien et qui vous parlent du frère et sans que vous n'ayez rien dit, au bout d'un moment, quand même, vous vous dites qu'il y a un lien. Et vous vérifiez dans le quotidien. Et c'est pour ça que écrire aussi ces bulletins de pleine lune, les gens, même s'ils ne seraient pas ouverts à la base, vous voyez par exemple, ce que je reproche aux certains horoscopes des gens qui ne connaissent pas tout, c'est que je trouve que leur système est intéressant de partir du soleil, etc. Mais le problème, c'est que souvent ce que j'ai lu, c'était très prédictif. Alors les gens, forcément, vont se dire qu'il ne va pas se passer exactement la même chose. Ah oui, c'est pour ça que les astrologues ont beau jeu de dire, écoutez, c'est pas possible que tout le monde ait ça qui lui arrive. Mais si on commence à... Mais ils sont caricaturaux parce qu'il suffit de trouver un langage plus mesuré, et à ce moment-là, ça passera pour tout le monde. Mais les astrologues, ils sont tellement braqués contre ça qu'ils ne retiennent que les côtés les plus excessifs. Hein? Ils vont vous dire, mais tout le monde n'a pas le même destin. Mais ils n'ont pas la bonne foi de dire, bon, bah, écoutez, oui, on peut peut-être formuler ça autrement, et à ce moment-là, ça marchera. C'est ce qu'on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, parce que j'ai remarqué souvent, il y a souvent dans les courants de pensée, comme ça, il y a les traditionnels et ceux qui essayent de rendre le chose un peu plus commercial, plus public. Il y a toujours une lutte entre les deux, dans lequel justement j'essaye d'éviter de tomber. Si on met les deux énergies en présence, justement, il y a autre chose qui peut... Et c'est ça que je veux proposer. Moi, je suis partie de l'ascendant parce que... je parle même pas d'ascendant dans les pleines lunes, puisque je connais pas les ascendants des gens. Je parle d'un axe. Mais c'est pour les abonnés La Vie Magique que j'explique en quoi ça vient toucher ascendant par ascendant. Ah oui, parce qu'eux, ils connaissent leur ascendant quand même. C'est ça. D'ailleurs, beaucoup de gens le connaissent. Depuis les années 50, où Barbeau, enfin les gens, on leur avait dit, il faut que vous appreniez absolument votre ascendant. Ah oui. Je crois que ça s'est perdu un petit peu, ça. Je crois qu'il y a moins de gens aujourd'hui qui connaissent leur ascendant qu'il y a quelques années. Alors c'est difficile, parce que moi je suis encore récente, mine de rien, dans l'astrologie. Et vous l'ascendant... Non, parce que... Oui, non, mais je veux dire que... Il y avait une époque où c'était la grande vogue de l'ascendant. Oui. Et puis je crois que ça a décliné, et maintenant les gens ne connaissent pas systématiquement leur ascendant. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas parler de cette historique étant né en 71, c'est difficile pour moi de parler de ce qui s'est passé dans les années 50. Je préfère parler de... Mais actuellement, l'ascendant, les gens le connaissent ou pas, Ariane? Alors, ceux qui s'abonnent à La Vie Magique, oui, parce que... Non, mais les gens en général, à votre avis, ils connaissent leur ascendant? Souvent. Ah, d'accord. Ouais, souvent. Bon. Ils ne connaissent pas forcément le signe de leur lune, ou ils confondent la lune et l'ascendant. Comme j'ai pu le faire au début, d'ailleurs. Ils posent et ils ne savent pas qu'il y a 10 planètes, ils connaissent le soleil, ils ont entendu parler de la lune et de l'ascendant. Bon, il y a de plus en plus de gens quand même qui s'intéressent plus profondément à l'astrologie. Mais en tout cas, de parler par axe, déjà on est dans... Les pleines lunes nous demandent de prendre conscience de quelque chose dans notre thème. Et du coup, c'est une astrologie d'évolution de conscience plutôt qu'une astrologie prévisionnelle qui forcément, pour moi, enferme et sous-entendrait qu'il y a un espèce de destin comme ça sur lequel on ne peut pas agir. Alors on est co-créateurs de notre vie. Alors parlez-nous de votre discours sur les 4 femmes en rapport avec la menstruation, etc. Ça paraît tout à fait intéressant. Ah oui. Perséphone, Déméter, Lilith. Alors j'explique quand même la généalogie de tout ça, c'est que j'ai décidé cette année, c'est très récent, de faire des ateliers sur les archétypes planétaires. Oui. Comment vivre la Lune, comment vivre Mercure, comment se relier aussi quand on en a besoin à ces archétypes. J'utilise des pierres, j'utilise le chant, j'utilise la méthode de libération naturelle. Mais c'est vrai que le chant est important pour vous. Voilà, je suis chanteuse, enfin, je fais pas
j'ai fait plus de scènes, mais vous faites chanter les gens. La thérapie par la voix, voilà. Je chante aussi, hein, mais oui. je fais chanter les gens et j'utilise aussi la thérapie par la voix. C'est aussi une façon de redescendre dans le corps. Hein. Voilà. Donc le premier, j'ai commencé par la lune, c'est en janvier, pour ces archétypes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai repris les travaux de Miranda Gray, c'est une femme qui a beaucoup travaillé sur le féminin, et qui a divisé le féminin. Alors après, c'est tout un débat, à savoir si le féminin c'est que la lune, effectivement, c'est aussi Vénus. Mais en tout cas, elle a divisé le féminin en quatre parties. Une phase qu'elle associe aux menstruations, aux lunes, comme on dit aujourd'hui, d'ailleurs, on les appelle les lunes dans les milieux de développement personnel. C'est plus joli que les règles. Mais d'accord, bon, c'est moins réglementé. Mais si tout le monde ne comprend pas, c'est simple. Voilà. Et cette phase, elle l'appelle la phase de la sorcière. C'est vraiment une phase où la femme va être encore plus en lien avec son monde intérieur. Et moi, je l'ai associé à ce que Jung appelle l'archétype de la médiale. Jung relie le féminin, il ne parle pas de la femme, il parle du féminin en tant que ce qui relie, le féminin est ce qui relie donc à l'homme. Et du coup, la femme médiale, c'est celle qui va aider l'homme aussi à s'initier au mystère de son inconscient, au mystère du spirituel. Elle devient l'interface un peu. Donc voilà, elle l'appelle la phase de la sorcière, et Jung, moi je l'ai apparentée à la phase médiale, et je l'ai apparentée à Perséphone, qui connecte les deux plans, le plan du haut et celui du bas. Voilà, et surtout là, en l'occurrence, qui va descendre pour rencontrer Hadès. Mais après, elle remonte. Après, voilà. Et donc plutôt à la lune en scorpion, on dirait, hein, si on devait le ramener à la lune. La seconde phase, et pourquoi c'est important ces quatre phases? Parce que justement, dans notre société aujourd'hui, je trouve qu'on vit majoritairement la seconde phase. Qui est la phase de la femme qu'elle appelle, elle, Miranda Gray, et que Jung appelle la femme Amazone. C'est la femme qui va se comparer à l'homme, qui va aller en entreprise, la femme guerrière, etc. Qui est bien sûr un des archétypes du féminin, mais avec la libération de la femme, on a oublié que la femme, c'était aussi la femme sorcière, la femme mère. Voilà. Je vais vous parler plus tard. Il faut être capable d'assumer ces différentes femmes, féminités. C'est ça. Chez une même femme. Et le souci, c'est que cette femme Amazone, cette femme vierge, enfin Amazone comme on l'appelle, c'est celle qui ressemblerait le plus en fait à un archétype masculin. Et si la société va trop vers vivre que le masculin, ça donne ce qu'on vit aujourd'hui. Ça donne pas assez de remise en cause, pas assez de présence à soi, pas assez de rapport au corps, des choses plus théoriques, mentales, surtout en France. Hein. Et puis il y a aussi le rapport avec l'homme qui est problématique aussi. Et du coup, forcément, parce que quelque part, la femme, elle a amené aussi ce lien avec la présence à soi, avec le bassin qui ralentit aussi le rythme de la vie. Enfin, il y a tout la dimension sauvage, la dimension de l'inconscient. Il ne faut pas oublier quand même que les astronomes ont déclassé Pluton, qui est quand même une planète d'inconscient. Oui. C'est par hasard quand même si ça s'est fait. En tout cas, on pourrait se dire qu'il y a un problème avec le fait d'aller rencontrer son inconscient. Il y a comme un refus d'aller rencontrer son ombre. Et si on s'identifie qu'à sa lumière, qu'est-ce qui va se passer? L'ombre, elle se rencontre dans les guerres, dans les rencontres avec les autres, et on va dire les autres sont tous des méchants, et moi je suis très Et c'est presque un devoir civique pour moi d'aller rencontrer son ombre. Ça épure vraiment la planète. C'est pour ça aussi que j'ai choisi d'être pratiquante en psychothérapie. Parce que je trouve que c'est important de travailler aussi sur l'individu. Je pense que si nos hommes politiques avaient moins de frustration, avaient moins eu de problèmes avec leur mère ou leur père dans leur enfance, on n'en serait pas là aujourd'hui. S'ils travaillaient un petit peu plus sur eux, ils ne projetteraient pas cette soif de pouvoir absolu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont des réels... il y a eu des hommes politiques inspirés, en fait, moi aujourd'hui. Hein. Mais, quelque part, une personne qui ne travaille pas sur elle peut faire beaucoup de dégâts. Et une personne, au contraire, qui se libère en allant rencontrer ses ombres, inspire les autres, amène les autres à vivre plus d'amour, donne envie par sa présence énergétique, transmet ça. Oui, non, mais c'est vrai que je crois que je retiens surtout c'est cette idée de la diversité qu'il faut être capable de vivre des situations très différentes successivement, peut-être pas en même temps,
il faut étaler il y a des contradictions en nous, mais ce ne sont pas des contradictions. Ces contradictions nous permettent de vivre des choses différentes en accord avec les phases qui se présentent. Chaque phase nous appelle à faire travailler une partie de nous-mêmes qui est à tour de rôle en quelque sorte. C'est ça. Et si on continue peut-être, si vous voulez que je termine le cycle que vous m'aviez demandé. Ensuite, il y a la femme mère. Alors ça m'a beaucoup parlé aussi. Parce qu'avec mon expérience, je me suis rendu compte que la femme mère, c'est pas juste être mère de ses enfants, parce que sinon, les femmes qui ne seraient pas mères se diraient, mais moi je sers. Une femme n'est pas là juste pour être mère de ses enfants. Mais c'est aussi être mère de ses créations et être une meilleure mère pour soi-même. Et moi, par le passé, j'étais beaucoup dans la théorie. Donc, par exemple, je disais, tiens, je vais lancer un stage sur ce sujet, sur ce sujet, sur ce sujet. Puis je me suis dit, sur 12, il y en a plein, il y en a qui vont marcher. Aujourd'hui, je procède complètement différemment. C'est-à-dire que j'investis émotionnellement mes créations. Là, je vous ai préparé l'atelier sur Mercure. Je me laisse investir par Mercure. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Et là, on investit émotionnellement sa création. J'ai compris qu'un enfant qui n'a pas été investi émotionnellement par sa mère, parce qu'elle-même ne savait pas s'investir émotionnellement, ne savait pas être en lien avec ses émotions, a du mal à investir émotionnellement, c'est à investir vraiment une création, quelle qu'elle soit. Donc être la mère, c'est aussi ça, c'est plein de choses, hein, être la mère. Mais il y a une dimension beaucoup plus douce, enveloppante, dans cette dimension-là, qui est quand même vécue aujourd'hui, on va dire, c'est les deux qui sont le plus vécus par les femmes. Ceci dit, les femmes étant tellement prises, aujourd'hui on nous demande d'être des Wonder Woman, de s'occuper des enfants, enfin la vie à Paris est quand même très chargée, on a intérêt d'être super organisé pour gérer ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, une femme accouchait, en Afrique notamment, il y avait toute la famille, il y a encore, enfin je veux dire en Afrique, toute la famille autour, elle est massée, etc. Là vous accouchez, vous êtes un peu toute seule à faire votre baby blues ou pas, et puis après, 3 mois après, il faut reprendre, etc. Donc je pense qu'on n'a pas encore trouvé, on a voulu trop coller la femme à l'homme, et la femme est pareille, non, la femme et l'homme sont différents. Et là on se rejoint, je crois. Quoique on n'est pas... Oui, alors, pouvez-vous nous dire quand même quelques mots à ce sujet sur qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes? Alors, ou le féminin et le masculin, voilà, parce que vous êtes en train toujours de distinguer les deux plans. Ouais, d'ailleurs, c'est pas si évident de distinguer les deux. Oui, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, quelques expressions. Mais pour moi, si on revient par exemple aux archétypes du père et de la mère est là pour apporter la sécurité et l'enveloppement sensoriel à l'enfant. Vraiment cet enveloppement qui fait qu'au moment où elle l'allait, elle n'est pas en train de lire un bouquin de Nietzsche ou je plaisante, mais sa mère Sagittaire. Elle est vraiment là avec son enfant. Et donc, par là même, elle lui permet aussi d'habiter l'hémisphère de son corps et d'habiter sa dimension sauvage. D'accord ? Et donc son présent. Le père, lui, va dire, voilà mon enfant, regardez comme il est beau, et va aider aussi l'enfant à aller vers le monde. Le masculin, c'est aussi aller vers l'extérieur, vers le monde. Ouais. D'accord ? Le masculin, c'est aussi s'ériger, oser s'ériger dans sa verticalité. Donc, voilà, les grandes tendances, après on pourrait en parler pendant des heures. Mais quelqu'un qui serait que dans son masculin peut aussi peut aussi être dans une forme de conceptualisation des choses ou dans une vie très extérieure sans investir son monde intérieur, par exemple. Et quelqu'un qui serait trop dans son féminin, il va voir tout par le prisme de ses émotions, il peut trop faire passer par le filtre de ses émotions et avoir du mal à vivre une objectivité des choses et à s'ouvrir aussi à une dimension du Père Céleste. Moi, ce qui me gêne dans votre propos, si vous voulez, c'est que, bon, effectivement, par exemple, je crois que Jung a dit que nous avons tous de l'animus et l'anima, enfin, des choses comme ça. C'est qu'en fin de compte, là, on arrive... Chez les femmes et l'anima chez les hommes, oui, mais enfin, je veux dire, parfois il est mal compris. Enfin, on nous dit, voilà, beaucoup de gens disent finalement nous sommes pareils parce que nous avons tous voilà, c'est ça. Donc il ne faudrait pas non plus retomber dans cette idée que vous condamniez tout à l'heure, à savoir que voilà, les femmes et les hommes c'est pareil. Mais c'est vrai qu'en jouant sur le masculin et le féminin, on arrive un petit peu à ce genre de discours. C'est ça. Donc, je pense qu'on est amené quand même à vivre une certaine forme d'androgynie au sens où on est amené à récupérer notre dimension ombre. Notre dimension, enfin plutôt la dimension de l'animus. Hein, une femme par exemple qui ne vit pas assez son masculin, elle va vivre à travers son conjoint. Donc c'est toujours intéressant de voir
par exemple, quelqu'un qui a l'air très rationnel et qui est avec un conjoint ou une conjointe hyper irrationnelle, c'est qu'il y a une dimension de lui qui ne vit pas suffisamment, qui l'interpelle. Donc c'est à ça que ça sert. Mais ça ne veut pas dire que la femme restera toujours enfin, la femme a des menstruations, la femme accouche, elle est par essence reliée au mystère de l'univers. Et l'homme, peut-être par essence, peut avoir peut-être plus de distance aussi sur des choses par rapport à ses émotions, etc. Donc il y a quand même des différences fondamentales, ne serait-ce que par le rythme, que par ce qu'on va vivre, même si on est amené à réintégrer la partie. En vous écoutant, on pourrait plaisanter en disant, au fond, il faudrait que les gens dans un couple se ressemblent. Parce que s'ils ne se ressemblent pas, c'est qu'il y en a un à qui il manque quelque chose. Non, non, pas du tout. Enfin... Bah, si vous avez un homme et qui a une femme extrêmement différente de lui, vous lui dites, là, il a quelque chose qu'il n'arrive pas à vivre. Non, alors, je me suis mal exprimée, c'est si ça l'énerve, si ça le touche. Ah, d'accord. Si ça le touche, ou si... en même temps, je pense que enfin, pour moi, tout est évolution. Si on se met avec quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de cette personne. On n'est pas, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme complète encore. Enfin, je suis à la fois complète et incomplète, parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire évoluer, et en même temps, on est effectivement un univers à nous tout seuls, donc on pense pas, on est complet. Donc c'est pas forcément culpabilisant la façon dont je voulais le dire. C'est plus que c'est interpellant de voir la façon dont la personne se présente au monde, et parfois quand on voit le compagnon ou le compagne, ça montre une autre facette de la personne. Donc ça vous révèle, donc c'est vrai que vous voulez voir les compagnons de vos patients. Non, parce que ça serait intrusif pour le coup. Mais ça serait quand même intéressant pour vous. Ça serait intéressant d'un point de vue théorique. Ça vous apporterait des informations. C'est ça. Et ceci dit, là, Est-ce que vous demandez à vos patients de vous parler de leur partenaire? En fait, je demande rien à mes patients. Enfin, non, parce que c'est intéressant qu'ils vous disent, voilà, comment il est votre mari, comment elle est votre femme. Oui, mais ça serait intéressant pour qui? Bah parce que ça révélerait quelque chose, ça serait révélateur d'un manque peut-être. Alors, vous avez raison si on en parle, mais en fait, je parle vraiment de la personne vient avec une problématique. Vous voyez, si je lui dis, bon, bah, aujourd'hui, on va travailler sur votre conjoint, parlez-moi de votre conjoint, et elle vient d'avoir un problème à son bureau, elle va pas être en accord. Parce qu'elle a un besoin, son besoin, c'est de parler, de laisser émerger sa souffrance. D'accord, bien sûr. Mais ça, non, il y a un temps pour chaque chose. Mais il y a aussi ce que vous appelez des éléments de des méthodes de révélatrices. Bien sûr. Donc si on est dans un temps de révélateur, on a parlé des boules, on a parlé du cosmos, on pourrait éventuellement avoir un chapitre sur le conjoint qui serait des éléments d'information qui permettraient de globaliser vos informations, qui ne remettraient pas en question le traitement sur la personne. Bien sûr, tout à fait. Mais, par exemple, parfois même avec le dessin, j'utilise aussi les dessins, on travaille sur le couple intérieur. Donc le couple intérieur, c'est quoi? C'est en nous-mêmes. Le féminin, le masculin. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, oui. C'est un peu les jargons des domaines. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas le couple. On retombe dans cette idée que nous avons un couple intérieur, on retombe dans l'idée de l'androgyna, etc. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'est que on a eu des parents plus ou moins marquants, qui ont fait ce qu'ils ont plus souvent, même si parfois ils sont toxiques pour la personne. Parfois, il y a certains parents qui sont toxiques. Quand il y a inceste et autres, c'est quand même très toxique. Ouais. Donc on a eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu de toute façon, même dans tout ça, ils font vivre leur dévot, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et le but c'est de retrouver, d'aller libérer les parents intérieurs pour retrouver les parents positifs et les mettre en présence, donc il y a une visualisation qui sert à ça, et tout le travail c'est ça, de l'enfant intérieur. Comment notre enfant intérieur peut retrouver le féminin et le masculin. Et c'est ça qu'on a fait dans l'atelier sur la Lune. On s'est relié à la Lune comme archétype du féminin. Donc la Lune peut représenter, entre autres, je ne dis pas que c'est que ça, la mère inconditionnelle. Comment être une mère inconditionnelle pour nous en étant à l'écoute de nos besoins? Parce que souvent, ce qui a manqué aux personnes, c'est d'écouter leurs besoins fondamentaux. Surtout notre époque, il ne faut pas oublier, même si on n'est pas exactement la même époque, mais que moi, mes parents, en tout cas, sont nés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été marqués par tout ça. Ils ont des parents qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Et du coup, émotion, besoin, connaît pas. C'est survie, quoi. Il faut
Il faut vivre, il faut croûter comme on dit, il faut manger. Et du coup, tout ça, ça entraîne les personnes à vivre une suradaptation. Et en vivant cette suradaptation, elles en oublient leur âme. La présence avec qui elles ce que vous savez, c'est parce que vous avez travaillé parfois avec des groupes, non? Je travaille aussi avec des groupes. Je veux savoir comment ça se passe dans les groupes. Est-ce qu'il y a des interactions entre les membres du groupe ou comment ça fonctionne, la dynamique de groupe avec Ariane Clément? Il y a les groupes de méthode de libération naturelle où les gens vivent 3 quarts d'heure à 1 heure de mouvement et à la fin il y a 1 quart d'heure de partage et là personne n'interagit sur les partages des autres. Ça fait partie du cadre de Marie-Lise Lamontaire, qui est une formatrice. Pourquoi aussi? Parce que ça pourrait être intrusif au moment où vous êtes en train de libérer une grosse émotion, que quelqu'un vous dise, même des fois ça part de quelque chose de gentil, ah mais c'est comme moi, oui. Parce que c'est très important pour la personne d'être écoutée, vraiment. D'être écouté. Donc chacun écoute l'autre s'exprimer le temps chacun doit être à l'écoute, mais c'est pas une écoute intrusive. Il faut laisser l'autre parler, témoigner à tour de rôle. Mais le partage est très court, hein. C'est pas une oui, d'accord. C'est 1 quart d'heure. Bah oui, donc mais ceux quand même. qui veulent parler parlent, ça peut être un partage énergétique, mais il y a une dimension là pour le coup de la présence du féminin qui est très présente. C'est-à-dire, le but c'est que dans ces séances, c'est que la personne apprenne à avoir un regard d'amour sur elle-même. Et ça change tout. Si vous pouvez faire des bêtises, vous pouvez faire n'importe quoi dans votre vie. Si vous jugez ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes dans la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un fléau. C'est aussi un mécanisme de protection de l'enfant. On ne peut rien venir. Cette culpabilité nous met dans la dualité et nous coupe en fait de nous-mêmes. Puisqu'on se juge, on continue à se juger nous-mêmes. Et on peut projeter même, certains projettent sur Dieu ou sur le cosmos, quelque chose de jugeant. Avec le karma, j'ai rien contre le karma, mais on peut l'utiliser le karma en disant voilà, tu vas être puni. Moi j'ai notamment rencontré, je ne citerai pas le nom par respect, le premier astrologue que j'ai rencontré, je suis sortie en pleurant. Comment s'appelle-t-il? Non, je donne pas le nom. D'accord. L'astrologue karmique, je suis sortie en pleurant. Oui, la personne m'a dit vous avez dit oui, je connais. et heureusement que ça m'a pas coupé l'astrologie, et je pense que c'est même ce qui m'a poussée à aller faire des études d'astro en me disant c'est pas possible qu'elle me dise. En plus elle était enfin bref, je ne vais pas repartir sur le mais à l'écouter je pouvais pas chanter à cause d'une interception de Vénus qui dépendait de mon heure de naissance, c'est un truc de fou. Et j'ai parfois des gens que je reçois qui me parlent de certains rendez-vous qu'ils ont eu avec des astrologues, c'est au secours quoi, parce qu'ils ont un axe taureau-scorpion, ils peuvent pas gagner d'argent, enfin heureusement qu'il y a des astrologues, la plupart des astrologues sont quand même géniaux et qui sont des gens qui recherchent, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de cœur, donc heureusement que ça reste quand même une minorité. Mais souvent ces fameux astrologues, ils ont le tort de ne pas assez utiliser, de ne pas travailler sur le collectif justement. C'est ce qui fait un peu la faille de leur travail. C'est-à-dire qu'ils enferment la personne dans l'idée qu'elle est un cas unique, qu'elle est un cas isolé, et vous, votre mérite, c'est justement de désenclaver la personne. Le fait qu'on s'intéresse qu'elle existe en tant que personne, il y a aussi un autre niveau de conscience collectif qui est souvent sacrifié par les astrologues. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'astrologues qui travaillent en disant voilà, qui ont le courage de dire voilà, la configuration actuelle, elle n'est pas pour vous uniquement, et voilà, vous n'êtes pas tout seul au monde, et il faut que vous acceptiez de ne pas être tout seul, vous acceptiez qu'on n'est pas en train de s'occuper que de votre cas. Oui. Alors le fait d'avoir fait toutes ces c'est le côté narcissique comme ça qui voilà, moi je veux qu'on travaille sur moi et je veux pas qu'on utilise un truc qui est valable pour le voisin. Oui, je comprends. Le fait d'avoir fait toutes ces formations en psychothérapie, en psychocorporelle, comme vous m'avez appelé, vous étiez surpris. Effectivement, j'ai pas eu le temps de vraiment investir le monde des astrologues. C'est ma formation, j'étais astrologue, j'en connais quelques-uns, j'ai lu, et j'ai beaucoup cherché par moi-même et fait des liens avec les autres enseignements spirituels et psychologiques. Maintenant, ça m'intéresse, ça m'intéresse, c'est juste que bon, il y a une histoire de temps. Je ne peux pas vous dire exactement comment, j'en ai vu 2-3 dans ma vie, des profs à moi, mais je ne peux pas vous dire exactement comment ils travaillent. Peut-être qu'ils parlent quand même du collectif.
certains. Moi, j'apprécie beaucoup le travail de Luc Biget. Alors justement, Luc Biget, comment il fait alors? Alors, Luc Biget... Il travaille sur le collectif. Je sais qu'il a écrit des bouquins sur l'astrologie mondiale, notamment un sur Israël, etc. Mais enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il connecte l'astrologie mondiale avec l'astropsychologie. Je ne sais pas tout ce qu'il fait, mais il relie déjà aux archétypes mythologiques. Oui, ça c'est sûr. Même il a même des trucs sur Internet, là, ce sujet. En tout cas, je trouve qu'il est très... c'est vraiment chercheur. Il relie aussi à la biologie. Il est très pointu, quoi. Moi, à chaque fois que j'écoute quelque chose, j'apprends. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qui m'interpelle dans son travail. Je pense que c'est la précision, qui est très précis. Et en même temps, cette espèce de précision mêlée à une ouverture de conscience quand même très sagittarienne. Je pense qu'il y en a... je sais pas. Je sais plus s'il a la forme du scorpion début sagittaire. Mais... En tout cas, ces travaux m'ont beaucoup interpellé, notamment avec le lien qu'il fait avec la mythologie, qui ramène quand même à des archétypes. Non, mais justement, il y a une espèce de grand écart quelque part, voyez-vous. On s'attend normalement, à la limite, le public, a priori, il dit, on va travailler sur le cosmos, il s'attend à ce qu'on ait une vision cosmique des choses. Oui. Et on va travailler sur les symboles. Bon. Et en fin de compte, il s'aperçoit que la montagne accouche d'une souris. C'est-à-dire, quelque part, tous ces astrologues qui disent, voilà, etc. Et puis après, on s'aperçoit qu'ils veulent faire comme le psychothérapeute du coin, mais à la petite semaine, comme ça. Donc on se dit, mais il y a un déclassement, oui, il y a un déclassement. Comment ces gens qui auraient vocation à parler du global, du collectif, en sont venus à se faire passer pour des petits voyants ou des petits psychologues voilà, et cette espèce de grand écart qui existe souvent chez les astrologues. Ils vous parlent de grandes choses, de grandes perspectives, et après, ça devient comme une peau de chagrin, ça se réduit à l'étude de la personne en tant que cas particulier. Oui, mais même en tant que cas particulier, là où je irais dans le sens de les défendre, même si je ne suis pas ni pour ni contre moi, parce que je fais les deux, mais même en tant que cas particulier, c'est comment la personne peut intégrer le cosmos en elle, comment elle peut se relier au plus vaste. Oui, mais entre le cosmos et elle, il y a la société, il y a le collectif. Voilà, et justement, cette interface entre l'individu et le cosmos, il a tendance actuellement à être squeezé. Voilà, et ça c'est un petit peu aussi les défauts, je dirais, c'est-à-dire que les gens se sont tellement individualisés qu'ils en ont oublié l'autre. Ça c'est un petit peu un défaut. Il ne faut pas que l'astrologie aille dans ce sens, voilà, nécessairement. Il ne faut pas qu'elle flatte ce penchant. C'est ça. Or, malheureusement, elle va trop dans ce sens-là. C'est ça. Parce qu'en fait, on est tous différemment et en même temps, on est tous interreliés. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a une difficulté pour beaucoup de gens qui sont dans l'astrologie à intégrer cette dimension du collectif, du rapport de l'individu au collectif. Et je vous disais tout à l'heure, je plaisantais en disant oui, mais moi je veux qu'on. Moi, par exemple, j'ai du scrupule parfois à recevoir des gens parce que je sais que je ne vais pas leur. Parce que si je leur dis, si j'ai le malheur de leur dire que je vais étudier quelque chose qui est de l'ordre du collectif, mais qui va quand même les concerner, ils sont frustrés. Parce qu'ils veulent qu'on étudie leur cas à eux. On rentre dans ce jeu de... Non, il faudrait que l'astrologie arrête ce jeu-là, en disant, voilà, non, nous on parle du collectif, c'est comme un médecin, moi je connais la médecine, voilà, je vous reçois, bon, voilà, je sais que vous n'êtes pas un cas unique. Hein. Les gens qui vont voir un médecin, ils se disent pas, j'ai le cœur à un autre endroit que le voisin, ou je sais pas quoi, j'ai pas une maladie unique. Donc, il y a là un malaise, si vous voulez, quelque part, qui est, à mon avis, significatif des gens qui viennent à l'astrologie. Alors, on pourrait aller très loin là-dessus, mais il y a quelque chose qui est tordu là-dedans. Hein. J'ai jamais réfléchi en ces termes, parce que comme moi je faisais les deux, pour moi, elle doit servir aux deux. Alors après, c'est comment quand on reçoit un individu aussi, lui montrer qu'il n'est pas seul, et ne pas renforcer son ego, mais plutôt renforcer la reliance avec son âme. Et ça va vraiment dépendre de l'astrologue. Vous voyez, même en utilisant le thème, qui me vient là quand je vous écoute, même en utilisant le thème natal, donc individuel, on peut amener l'individu à se rendre compte qu'il est co-responsable avec les autres de l'état de la planète. Oui. Non, mais ça, les gens les gens à ce niveau-là sont capables de faire ça. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les gens sont tous citoyens. Personne, on n'est pas en train de dire que les gens ignorent le collectif, etc. Mais pour eux, l'astrologie serait là. C'est un peu ce qu'a voulu dire Rudyard, malheureusement. Voyez-vous, elle serait là justement pour préserver la personnalité. Surtout quand on parlait de définition. Oui. Elle est là pour vraiment
dire, voilà, vous êtes comme ça. C'est comme si des gens avaient été frustrés dans leur enfance de ne pas pouvoir affirmer leur moi, d'être pris dans une sorte de fratrie, etc. Et ils veulent compenser en ayant un truc qui soit vraiment pour eux. Ouais. Et il faut faire attention à ça. Ouais. Alors moi, je dirais que moi, le rôle que je lui donnerais, ça serait, vous voyez, il y a le soi, et puis il y a la personnalité qui est un tout petit... enfin, normalement, quand elle est transparente au soi, on a besoin d'une personnalité, parce que sinon... Mais c'est une cuirasse, la personnalité, quelque part. Vous n'auriez pas votre prénom, j'aurais pas le mien, j'aurais pas de salle pour vous recevoir, etc. Ça, c'est la vision de Marie-Lise Labonté qui m'a beaucoup parlé. Oui. C'est-à-dire que dans certaines visions spirituelles, on enlève complètement le moi, oui. et on dissout dans l'univers. Oui. Mais ça ne permet pas d'être heureux sur Terre, avec notre famille, dans notre vie, d'avoir une maison, de gagner de l'argent. Il faut quand même avoir un prénom. Vous êtes d'accord? Vous m'avez appelé, j'avais un numéro de téléphone. J'ai dit Ariane Clément, on a discuté, c'était sympa. Oui. Bon. Donc, et ce qu'elle dit, et ça me parle beaucoup, mais il n'y a pas qu'elle qui le dit, c'est que une personnalité cuirassée, vous avez le soi qui est là, et puis la personnalité, elle prend toute la place en fait, ça respire plus. D'accord? Et le but du travail sur les cuirasses, ou du travail psychothérapeutique, ou du travail astrologique, enfin tout le but de ça, c'est de s'ouvrir et que votre personnalité respire au soi. Mais elle va respirer depuis votre diamant intérieur. Oui. Si votre diamant intérieur, si votre truc c'est d'être astrologue, ben ça va être d'être astrologue. Si votre truc c'est d'être pompier, ça va être pompier. Mais de toute façon, c'est toujours la même énergie d'amour qui circule. Mais alors, le paradoxe, c'est quand même le thème astral peut être une cuirasse. Complètement. Le thème astral peut être une cuirasse. C'est ça. Alors, donc c'est très ambigu. Si on l'utilise mal. Parce que beaucoup de gens qui viennent chez l'astrologue, au lieu que l'astrologue les aide à se débarrasser de certaines cuirasses, ils les enferment dans leur cuirasse. C'est ça. Ils en créent même une nouvelle. C'est ça. Tout à fait. En disant, de toute façon, moi, j'ai la lune mal assise. Bon, j'ai alors, le voilà. Donc c'est quand même important, Ariane, que vous sachiez un peu quelle est la situation du milieu astrologique globalement, pour savoir ce qu'il reste à faire. Oui. Parce que là, il y a des choses qui vous paraissent évidentes, mais elles ne le sont pas du tout sociologiquement. La société astrologique n'est pas... vous êtes décalé par rapport à la société astrologique. Vous avez quelque chose à apporter aux astrologues, quelque part. Quand j'écoute Luc Biget, je pense qu'il explique que le thème est évolution et que c'est pas parce qu'on a un carré, il y a beaucoup d'astrologues qui disent que c'est pas parce qu'on a un carré au départ qu'on peut pas le régler. Oui. Ça, je suis pas la seule à le dire. D'accord. Oui, mais c'est pas... Ça, c'est... Si vous voulez, c'est ce que... Ils sont ouverts au niveau du temps, mais pas de l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont dire... c'est-à-dire que il va y avoir des choses qui peuvent changer dans mon temps personnel, mais je ne suis pas forcément intéressé par ce qui se passe à côté de moi. Voyez-vous? Par exemple, la théorie des transits, par exemple, c'est catastrophique, la théorie des transits. C'est-à-dire que c'est la planète va... Qu'est-ce que ça va provoquer chez moi, dans mon thème, à moi? Et ils ne s'intéressent même pas à la configuration. Donc, effectivement, pour répondre, ils sont disposés, bien évidemment, quoique vous savez qu'il y a beaucoup d'astropsychologues qui aujourd'hui ne veulent plus faire des prévisions. Il y a un débat là-dessus. Donc, vous voyez, ça va encore plus loin. Donc là, on est carrément, il n'y a plus de mouvement, ni dans le temps, ni dans l'espace. Là, on ne fait plus de prévisions. Donc, le thème est une espèce de structure complète et permanente, qui est constamment en action. Il n'y a pas des choses qui sont là ou qui ne sont pas là, ou qui pourraient venir, ou qui pourraient se dire. Donc, et puis les autres non plus. Donc, voilà la situation réelle. Hein, c'est ce qui se passe dans la société astrologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est, à la FDAF par exemple, la tendance, c'est de dire non, finalement, l'astrologie. La tendance, c'est de dire, au fond, l'astrologie doit se rapprocher de la psychologie. Donc il ne faut pas qu'elle fasse peur aux psychologues. Et donc il ne faut pas qu'on parle d'avenir, il ne faut pas qu'on parle de progression, etc. Parce qu'autrement, on va se faire jeter. Oui, c'est des faits. Mais le problème, c'est que tout ce qui part d'une peur, c'est pas juste. Oui. C'est pour ça que j'avais failli, j'ai manqué de m'inscrire à cette fédération. Mais c'est vrai que je suis toujours restée peut-être inconsciemment, mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup de choses à faire et que ça m'intéresse d'aller à des congrès d'astrologues, d'échanger. Bah oui. Vous m'avez appelé, j'ai dit ok. Oui. C'est juste que jusqu'ici, j'ai pas eu le temps. Et peut-être que c'est bien. Parce que, mine de rien, je me suis développée un peu à part. Bah oui, vous m'avez dit que vous ne connaissez pas. C'est très bien, au contraire. Très bien. Et du coup, ça me permettra peut-être de réintégrer différemment. Mais moi, j'ai jamais coupé c'est consciemment les ponts. C'est simplement que, effectivement, j'avais senti que il y avait soit les spirituels qu'on qualifiait d'un peu barrés, soit ceux qui étaient
dans le psychologique, mais du coup qui s'interdisait effectivement, comme vous dites très clairement des choses. Et moi, je voulais pas ni être celle qui était complètement barrée, ni celle qui était que dans le psychologique, en enlevant la dimension cosmique de l'astrologie. C'est peut-être là que ce que vous avez perçu, vous, que moi, j'ai du mal à percevoir de l'extérieur. Bah oui, moi je me suis aperçu que vous étiez dans votre j'ai perçu votre spécificité. C'est ça, ouais. Enfin, si, j'avais compris que ma spécificité, c'était de relier le psychologique au spirituel. Non, mais c'était pas ce qui était le plus frappant. Ouais, c'est ça. Mais ce que vous dites là, c'est intéressant. Ben oui, parce que moi je parlais de l'avenir de milieu. Je dis, le travail à faire, c'est justement de modifier cette image, cette pratique et cette image de l'astrologie, en disant d'abord et avant tout, l'astrologie est moi j'appelle ça une astrophysiologie et pas astropsychologie. C'est-à-dire qu'elle nous parle de l'universel, de l'homme universel, de ce que nous avons tous en commun. Et après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a pris conscience de ce qui est, ce n'est pas le mot norme, ce qui est universel, après on peut voir en quoi nous sommes décalés par rapport à cet universel. Et là, peut-être le thème va nous dire, bon oui, d'accord, il y a l'universel, oui, mais en même temps, vous, il y a peut-être des choses, vous avez fait des choix. Oui. Vous avez rétréci votre universel. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les carrés, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des aspects difficiles, peuvent se transformer en aspects harmonieux. C'est-à-dire que c'est là qu'on a le choix. Pour moi, alors, là où ça peut être limité, entre guillemets, même si par progression, les planètes vont de toute façon vont progresser. Mais le thème, c'est la photo à la naissance, d'accord ? Et ça donne quand même, je trouve, en tout cas, un tempérament, mais avec des parties ombres, des choses on ne va pas vivre, des choses qu'on va projeter sur l'autre. Déjà, d'arriver à vivre tout son thème, pour moi, c'est l'œuvre d'une vie. Donc, par contre, on ne vivra pas le thème de quelqu'un d'autre. C'est là où je suis d'accord avec certains quand on parle de différence, d'accord ? Mais effectivement, on est en même temps tous reliés à des grands cycles, et c'est dommage de se couper des cycles, parce que certains ont vécu une astrologie prévisionnelle restrictive, c'est pas pour ça qu'il faut se couper complètement des prévisions. Je me suis posé aussi cette question. Moi, je le fais pas en consultation par choix, parce que je trouve que c'est ça demande beaucoup de préparation. Souvent, même si vous ouvrez, la personne peut avoir tendance à refermer la chose. Mais par contre, quand je suis par exemple en thérapie, s'il y a besoin, ça peut être très structurant pour la personne de se dire, là vous vivez des choses très difficiles. Quand vous avez quelqu'un qui a Saturne qui passe sur une conjonction Lune-Pluton en Scorpion, en maison 4, les astrologues comprendront que même si elle a déjà travaillé sur elle, ça peut être un peu difficile. De savoir qu'il y a ce passage planétaire, ça permet d'avoir la foi qu'elle va s'en sortir aussi, à un moment donné. Vous voyez ? Oui. Ça sert aussi à ça. Oui, mais bon, enfin, en tout cas, on a effleuré ces questions, mais c'est vrai que ça mérite un colloque, ça mérite un vrai débat au sein du milieu astrologique, parce que il y a quand même si vous voulez, moi je disais l'autre jour, je crois que c'était hier, je disais, on a formé dans les écoles astrologiques trop de spécialistes de l'individuel, qui ont une compétence, mais on a formé quasiment personne pour être généraliste. C'est ça. Donc il y a au niveau de la formation, il y a un défaut. Oui. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient capables d'abord de vous recevoir au niveau du collectif. Et après, si au niveau du collectif, il y a un rapprochement, la personne se sent, on voit comment elle a vécu, parce que le collectif c'est aussi comment on traverse les périodes, comment on traverse les phases. Si les personnes ne vivent pas bien certaines phases, là, effectivement, il y a un travail qui doit être fait, mais ça doit engager autre chose. Donc à ce moment-là, on peut renvoyer effectivement à un astrologue qui va étudier le thème natal. Mais on ne va pas, à mon avis, l'entrée en matière en astrologie, ça ne doit pas être par le thème natal. C'est dans un deuxième temps, quand on est dans une forme de pathologie, entre guillemets, une forme de pathologie, de quelque chose qui a mal fonctionné, là, on peut effectivement, quand il y a un dysfonctionnement par rapport à l'universel, et moi je précise quand même, entre parenthèses, que je n'attends pas le même fonctionnement chez l'homme et chez la femme. Donc ce qui me paraîtra normal chez un homme ne le sera pas forcément chez une femme. Donc là, il faut quand même avoir un modèle de référence qui soit suffisamment souple et qui ne soit pas trop rigide.
déjà, donc qui intègre déjà cette dimension masculin-féminin. À partir de là, si vraiment, donc il y a deux solutions. Soit on aide la personne à mieux. D'abord, on va dédramatiser en disant parce qu'il peut y avoir le cas inverse de gens qui vont culpabiliser là où ils n'auraient pas dû culpabiliser. Je vais leur dire, mais à ce moment-là, c'est normal que vous l'ayez vécu comme ça. C'est normal que vous ayez fait ça. Donc là aussi, éventuellement, parce que je vous disais tout à l'heure, avant notre entretien, je dis, la norme, tout dépend de quelle norme on a. Avec un système X, on va faire apparaître certains problèmes, avec un certain système X, d'autres problèmes. Moi, par exemple, dans mon système, ce qui fait problème dans l'autre système ne fait pas problème pour moi. Et inversement. Donc malheureusement, c'est la grille elle-même qui elle-même génère quelque part son objet. Et c'est ça le grand problème. Hein. La grille que nous utilisons va déterminer notre jugement, notre diagnostic. Et c'est ça qui est un peu un problème. Et c'est pour ça que je préférais parler de dualité ou conscience. Peu importe ce qui se passe dans notre journée, est-ce qu'on le projette sur l'autre? Par exemple, on a eu un problème avec notre patron, on rentre le soir et puis on s'énerve avec notre petit ami, notre petit oui. Sans prendre conscience qu'au fond, on n'a pas su marquer notre territoire avec notre patron et c'est ça qui nous a énervé. Bien sûr. Donc vivre la journée dans la dualité, c'est pas forcément qu'on a été énervé par notre patron, parce qu'on est des êtres humains, c'est qu'on le projette. Par exemple, la vie dans la conscience, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui m'a énervé autant dans cette relation? À quoi ça vient me faire référence? Alors là, c'est la thérapeute qui parle, mais parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Hein. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de faire rencontrer. Et le mot, les normes, j'ai un peu de mal parce que, par exemple, qu'est-ce que devrait être l'astrologie? Peut-être qu'il y a autant d'astrologie aussi que d'astrologues. Alors, il y a peut-être des grandes directions dans lesquelles il faut faire attention de ne pas aller tous ensemble, comme des mouvements de masse. Mais en même temps, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait autant de pratiques différentes que d'astrologues. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il ne faut pas me poser cette question parce que ma réponse, ça sera négatif. Hein. Ça sera négatif. Mais au contraire, là, je vous rejoins quand même, c'est que on ne tombe pas dans des effets de mode qui coupent l'astrologie de son lien au cosmos. Et là, c'est notre côté sagittaire vraiment qui se retrouve. À force de vouloir être normatif et rassurer les gens, ça serait dommage de la couper de son essence. Oui, mais enfin, ce qui me ferait un peu dans ce que vous dites, c'est que alors, chaque astrologue va avoir son mode de fonctionnement, son mode de représentation, et que si je tombe sur tel astrologue, il va tiquer sur telle chose, il va trouver normal autre chose, un autre astrologue va trouver autre chose. Moi, je suis, c'est vrai, pour ne rien vous cacher, moi je suis pour un modèle universel de l'astrologie. Je suis pour un modèle universel de l'astrologie, et après, en effet, quand on sort de cet universel, pour toutes sortes de raisons, là on bascule dans autre chose, qui n'est plus vraiment du domaine de la science, qui est du domaine de, je dirais presque pour dire un mot un peu provocateur, de la divination. C'est-à-dire qu'on a, à ce moment-là, parce que dès qu'on est dans l'individuel, pour moi on est dans la divination. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de... Par exemple, si je vends des voitures et qu'on me demande qu'est-ce qui va arriver avec cette voiture en particulier, c'est plus le même domaine. Hein. Je vais demander à un voyant, est-ce que vous voyez un accident avec cette voiture? Il y a un décrochage épistémologique. C'est-à-dire que tant que je suis dans le... Et ça c'est un argument très important. Tant que je suis dans le collectif, on est dans le domaine de la science, quelque part. Bon, quand on commence à étudier des cas particuliers, par exemple, même prenez par exemple un garagiste, eh ben, il va falloir qu'il trouve la panne, la cause de la panne. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une branche, n'importe quoi. Donc, si vous voulez, entre le constructeur de la voiture et le garagiste, c'est pas le même métier. Oui. Le garagiste, et bien sûr, il faut savoir, mais il faut qu'il trouve celui qui doit trouver la cause de la panne. C'est pas la même chose que celui qui détecte la panne. Moi, par exemple, je préfère dire, voilà, il y a une panne, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Deux, qu'est-ce que je peux faire? Là, à ce moment-là, je les enverrai à des gens qui font un traitement plus individuel. Mais il faut rétablir la hiérarchie, si vous voulez. Voilà. En fin de compte, c'est un vaste problème. Il y a la hiérarchie. Il y a la hiérarchie de ceux qui, par exemple, on n'en a pas parlé, mais très vaguement, de ceux qui conçoivent l'astrologie, des penseurs de l'astrologie, des théologiens de l'astrologie, voyez-vous. Et puis il y a les praticiens.
et c'est pas pareil. Ouais. Et où là aussi, il y a beaucoup de praticiens qui se prétendent des théoriciens ou qui prétendent parler au nom de la théorie astrologique alors qu'ils n'en sont pas capables. Ouais. Ouais. Donc là aussi, donc il y a un écrasement, il y a le milieu astrologique n'est pas structuré de manière satisfaisante, voyez-vous. Il n'y a pas assez de gens qui parlent sur le collectif. Il n'y a pas assez de gens qui se positionnent comme étant des concepteurs, qui repensent le modèle astrologique. Oui. Et il y a cette classe moyenne qui est là et qui travaille sur l'individuel, qui travaille sur une astrologie qui est plus ou moins stratifiée. Et c'est malsain. Parce que moi, ce qui me vient, c'est que ce qui est le plus important, c'est le niveau de conscience et le travail personnel qu'a fait l'astrologue. Parce que si la personne a fait tout un travail sur elle et un niveau de conscience suffisant, elle pourra beaucoup plus apporter. Vous voyez, Oui, mais à ce moment-là, on dépasse le problème de l'astrologie. Mais après... C'est l'apport de l'astrologue, bien sûr, plus que de l'astrologie, à la limite. Oui. Après, c'est pour ça que moi j'écoute beaucoup de Luc Vigée, parce que pour le coup, je trouve qu'il est un concepteur. Oui, quelque part, il est un concepteur. Voilà. Alors que moi, je vais plutôt faire des liens avec d'autres choses. Hein, ça se rapproche un peu, mais c'est pas encore... mais là, on a une sorte de dialectique, excusez-moi de vous interrompre, qui est une dialectique qui, par certains côtés, est celle du masculin et du féminin. Enfin bon, passons. Sûrement, mais probablement. Moi, j'assume ce côté de faire des liens avec le Sagittaire. C'est une création, ce que je fais. C'est une création de faire, mais par les liens, en faisant des liens entre les choses. Luc Vigée, quand je l'écoute, il y a vraiment cette dimension de revenir à l'essence de chacune des planètes, et je m'en imprègne. Parce que je pense que chacun, il a un côté très penseur dans sa façon de faire, et qu'on doit s'imprégner peut-être de ce qui nous manque, ou bien que j'ai un côté penseur aussi, mais et pour rester aussi dans son œuvre, on ne peut pas tout faire. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on ne peut pas avoir un... J'ai du mal à imaginer que les astrologues pratiquent... Alors, après, là où je vous rejoins, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de discussion, peut-être de... Je pense que ça existe déjà, des colloques, c'est peut-être juste moi qui ne veux pas. Non, mais il y a des colloques, il y a des pseudo-colloques. Alors, je vous cite entre parenthèses qu'il y a un très bon colloque demain et après-demain, qui est organisé par Claire de Lys, et qui réunit une vingtaine de chercheurs, qui est dans le 12e arrondissement, rue des Terroirs, à Saint-Émile. Il y a 2 jours forcément, ou on peut venir? Non, on peut venir qu'un seul jour, mais c'est de 11h à 17h30, samedi et dimanche. D'accord. Je vous invite vraiment à y aller. Ça vous permettra de débarquer justement dans ce milieu de colloques. Il n'y a pas que d'astrologues, mais il y a beaucoup d'astrologues. Il n'y a pas que d'astrologues. Vous verrez ça s'appelle Colloque Claire de Lys sur Internet. Alors c'est ça, c'est que le fait que moi je sois dans le milieu du psychocorporel, des psychothérapeutes, j'ai évolué dans plusieurs mondes différents. Bon, il n'y a pas que moi, il y a des astrologues aussi qui font d'autres choses. Et du coup, il y a eu à un moment donné aussi où il y a un manque de temps, clairement, c'est pas juste un manque d'envie. Mais il n'y a pas tant de colloques que ça en astrologie, il n'y a pas tellement d'occasions, il y en a 2 ou 3 par an. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. J'avais été juste après ma formation, il y avait Catherine Gessage. Voilà. Au palais des congrès, mais ça, c'est pas des vrais colloques, ça. C'est pas des vrais colloques. Les gens ne communiquent pas entre eux, ne discutent pas entre eux. Non, nous, on organise des vrais colloques. Vous n'avez qu'à regarder les colloques qu'on met sur Téléprovidence. Ça, ce sont des vrais colloques. Il faut vous m'inviter. Non, mais vous pouvez les voir sur la télé. J'ai regardé un petit peu. Non, mais c'est assez mouvementé, c'est ça le problème, voyez-vous. C'est ça le problème. Alors les gens s'interpellent, discutent, c'est vivant. C'est pas un tel va parler pendant une... Non, on fait plus ça maintenant. Un tel va parler pendant 1 heure et puis un autre... Non. Nous, on dit, on se réunit et puis les gens sont là. Et puis même les gens qui ne sont pas programmés peuvent parler. Il n'y a pas... Bon. Parce que là, nous sommes même de programmes. Moi, je sais que je fais comme des colloques depuis 40 ans. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, donc, avant, on faisait des bons programmes. Voilà, un tel... Mais c'est figé, ça. C'est figé. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, un astrologue doit se situer dans son milieu. Bon, vous n'êtes pas qu'astrologue, mais enfin, ce milieu astrologique, il faut savoir qu'il a à la fois, il y a le problème du milieu astrologique et puis il y a le problème de la tradition astrologique. Et dans les 2 cas, il y a des problèmes. Parce que la tradition astrologique aussi, elle n'est pas sans problème. Elle n'est pas sans problème, la tradition astrologique. Bon, alors Luc Vigée, moi je ne le connais pas parfaitement, je l'ai interviewé sur mais il ne remet pas vraiment, enfin je veux dire, par rapport à moi, si vous voulez, moi je suis peut-être plus révolutionnaire que lui, mais lui finalement, il
il redit les choses un peu qui ont été, bon, il les approfondit si on veut, mais il reste dans le moule de l'astrologie traditionnelle. Hein. Il dit pas, on fait pas de thème natal, il dit pas, on n'utilise pas telle planète, etc. Donc lui, bon, donc c'est une autre démarche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de penseurs en astrologie qu'on peut rencontrer. C'est ça aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont très âgés ou morts. Bon, André Barbeau, il est de 1920. Nicolas, il est de 1928. Etc. C'est pour ça que je vous disais quand vous m'avez appelé, moi je suis très jeune pour une astrologue et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, ce que j'ai créé, c'est un pont entre l'astrologie et tout ce que j'ai vécu à l'intérieur. Et ça, enfin, ça, moi, cette sorte de jeunesse, ça me fait un peu sourire parce que moi j'ai publié Clé pour l'astrologie, c'est guerre, j'avais 27 ans. Donc, il y a peut-être des gens qui sont plus précoces que d'autres, mais moi déjà à 27 ans, j'étais très très âgé déjà au niveau astrologique. Donc c'est pas vraiment une question d'âge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'astrologie, c'est sans fin. On peut toujours apprendre, on peut toujours... et en tout cas, moi, là où je me positionne aujourd'hui, c'est pour ça que je ne reçois plus d'ailleurs en thème natal, c'est vraiment d'ouvrir, en tout cas, l'astrologie au niveau psychologique et spirituel à un plus grand public qui peut agir avec cet abonnement absolument, dans son quotidien, comment pouvoir se transformer grâce à l'astrologie et l'utiliser aussi en thérapie, l'utiliser pour se relier aux archétypes et l'incarner. En fait, vraiment, c'est le côté... C'est mon opposition Neptune-Saturne. Non, mais je crois qu'il serait bon de créer, enfin moi je vous l'avais dit, je crois qu'il est bon, il serait bon de créer une association qui aille dans cette direction, voyez-vous. Parce que c'est pas ce qui existe actuellement, hein. Qui réunissent les gens qui n'ont pas forcément le même avis absolument, mais qui sur un certain nombre de grands principes comme cela sont d'accord. Donc ça, et qui fassent des colloques. Donc je crois qu'il faut créer une association. Moi j'ai toujours pensé, je vais créer une association avec Ariane parce que j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui était dans l'ombre, hein, terriblement dans l'ombre. Le collectif il est là par le mondial, mais quelque part, il n'est pas vraiment là. Il n'est pas là par le psychologique. Ça, c'est ça que vous m'avez fait prendre conscience, d'ailleurs, que je m'en étais rendu compte que finalement, les bulletins qui étaient faits, pleine lune, etc., les gens parlaient beaucoup de ce qui se passait dans le mondial, et que moi, j'ai utilisé la même chose pour parler de ce qui se passait. Il faut qu'au moins les gens acceptent, comme disait, il faut qu'au moins les gens acceptent que quand ils vont voir un astrologue, dans un premier temps, dans cette école, parce que cette association pourrait avoir aussi ses praticiens, que quand on va aller dans cette structure-là, le premier contact, c'est pas le thème natal. C'est des modèles, c'est des modèles dans le temps, dans l'espace, que j'appelle le casting et le timing, voilà, de voir un peu comment la personne a vécu certains timings, si elle a passé d'un timing à un autre, si elle-même, elle se situe bien, etc. Bon, comme ça, pour voir un peu, globalement, par rapport à une norme générale, universelle, comment ça fonctionne. Et puis après... Par exemple, plutôt en Sagittaire, comment on attend, par exemple, oui. Mais voilà, voilà. Mais ne pas l'enfermer dans la cuirasse du thème natal, et même à la limite, c'est pas nécessairement le faire du tout. S'il n'y a pas un besoin, si la personne, par exemple, est en pleine, si elle vit bien le collectif, si elle se situe bien dans son rapport au genre, à son appartenance, parce que les problèmes de femmes et d'hommes, c'est aussi des problèmes d'appartenance. Je suis une femme, donc ceci, ou j'ai un combat, donc cela. C'est pas un combat individuel. Bon, si la personne n'a pas de problème entre sa personne à elle et le collectif, il n'y a pas de raison d'aller l'emmener vers l'astrologie individuelle. Vous comprenez ? C'est pas une nécessité. En revanche, il y a une catégorie de gens qui sont visiblement dans une idiosyncrasie. Moi, je dis toujours, plus on est malade, plus on est unique. Ah oui. C'est la maladie qui nous rend particuliers. Ah. Oui. Pas quoi quand même. Non, mais là, vous êtes un peu. Non, mais quelque part, imaginons. C'est pour ça d'ailleurs parfois les gens deviennent malades pour qu'on les intéresse à eux en tant que personne. Voilà. Ils ont une anomalie, une particularité en disant, par exemple, des gens qui disent ah mais non, moi je veux pas qu'on me mette dans le même sac que les autres. Je veux tout à l'heure je le disais parce qu'elle a peut-être été négligée, parce qu'on l'a peut-être pas, voilà. Mais je crois même que ce sentiment de négligence, de ne pas avoir été, qu'on ne soit pas intéressé assez à vous, qu'on n'a pas regardé qui vous êtes, eh bien ça marque. Et les séquelles, c'est la demande de tout ce qui peut être individuel.
Donc pour moi, l'individuel, c'est partie sur lequel on est en phase, et en même temps, moi je trouve que d'aller vers l'individuel, en le reliant au cosmos, ça permet aussi à la personne de savoir par quel prisme elle va capter les énergies spirituelles, concrètement, dans la matière, vous voyez. Non, mais de toute façon, je suis on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%. Oui, il faut qu'il y ait un débat, mais à l'intérieur d'une structure bon, après, on peut éventuellement avoir une diversité. Mais malgré tout, il faut construire une sorte de structure, une sorte d'idée globale de comment on voit l'astrologie. Et puis après, bon, on peut discuter entre nous. Mais ce serait déjà un grand progrès. Oui, déjà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du collectif qui agit. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, une association qui s'occuperait de ce collectif, qui refuserait le fossé entre astrologie mondiale et astrologie individuelle, il y aurait un passage de l'un à l'autre, qui considérerait aussi qu'à un moment donné, on passe par les mêmes phases, les uns et les autres, et qu'il faut voir comment, ce qui impliquerait quand même aussi, je suis désolé de vous le dire, des relations, des travaux en groupe. Là, on ne serait plus en train de dire il faut ménager chaque personne, il faut vraiment partager une expérience, il faut quand même travailler plus sur le groupe, en tant que groupe, et pas, bon, alors, s'il y a des gens qui ne supportent pas ça, là, c'est révélateur, voyez-vous. Et c'est amusant parce que comme vous connaissez bien le milieu, moi, il y a des choses que vous me nommez qui n'existent pas, qui étaient des évidences pour moi. Oui. Et je me rends même pas compte que c'est novateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Je m'en suis rendu compte un petit peu à un moment donné. Je vois bien l'engouement aussi qu'il y a pour ces bulletins. Donc, mais c'est quelque chose qui est parti du cœur, en fait, qui n'est pas parti pour se démarquer. Non, bien sûr, mais c'est pas la question. C'est ça. Mais c'est intéressant de vous écouter parce que ça me permet de prendre conscience. Oui, vous avez un rôle à jouer dans le milieu astrologique que vous n'imaginiez pas. C'est ça. Parce que vous pensiez que c'était une évidence, alors que dès que vous tâterez le terrain avec d'autres astrologues, vous verrez que c'est pas du tout évident pour eux. C'est évident quand ils sont pas astrologues, mais c'est pas évident quand ils sont astrologues. Donc déjà, quand vous leur parlez en général, c'est évident qu'on n'achète pas un produit unique. C'est évident qu'on est dans le collectif, c'est évident qu'on appartient à une certaine catégorie. Mais dès qu'on est dans l'astrologie, ou alors, plus exactement, l'astrologue se croit obligé de fonctionner comme ça. Parce que l'astrologue n'est pas forcément obligé de fonctionner comme il attend que ses patients fonctionnent. C'est ça aussi. Il y a aussi une dualité là. Voilà. Si on peut aller vers la clôture. Oui, ça y est, on est à la clôture. Oui. Non, c'est juste parce que j'ai l'heure. Oui, je sais. Moi, je l'ai aussi l'heure. D'accord. Je l'ai parfaitement l'heure. Mais je veux dire, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est il y a aussi cette question. Dans le rapport de l'astrologue à l'astrologie, il y a 2 points que je voudrais mettre en avant. Premièrement, c'est qu'il peut apporter des choses que l'astrologie n'apporte pas. Donc en réalité, il dit l'astrologie, mais c'est pas vraiment l'astrologie. Et donc finalement, c'est comme quelqu'un qui prendrait des produits qui sont pas terribles, mais il a trouvé une sauce qui rajoute et qui fait que le produit est mangeable. Alors il faut faire attention. Par exemple, des gens qui sont très doués sur le plan de la psycho et qui plaquent la psycho sur l'astrologie et qui, comme ça, ça passe mieux. Donc ça, c'est le premier problème. Beaucoup d'astrologues font que l'astrologie sauve l'astrologie par leur propre rapport personnel. Alors c'est pas la solution. Oui, c'est ça. Et deuxièmement, eux-mêmes, de toute façon, ils ne croient pas à ce qu'ils font. Ou est-ce ils ne l'utilisent pas dans leur vie. Voilà, donc c'est ça. Donc en réalité, ils sont beaucoup plus lucides, ils n'ont pas les fantasmes qu'ils prêtent à leurs clients. Un astrologue n'est pas forcément il n'est pas forcément centré sur lui-même. Mais il sait qu'il a des clients qui le font. Il peut aussi vendre des soutiens-gorge et être un homme. Donc on peut vendre un produit et on n'est pas acheteur du produit. Est-ce qu'on est dans la démagogie ou est-ce qu'on voilà. Donc là aussi, donc il faut faire aussi, c'est pour ça que je vous mets en garde aussi contre ce genre de piège. C'est qu'en fin de compte, ces gens-là sont parfaitement lucides que c'est pas pour eux l'astrologie. Ou bien ils méprisent l'astrologie, mais ils mettent autre chose par-dessus. Ou bien alors, ils méprisent l'astrologie, et de toute façon, ils disent c'est bon pour mes clients, mais c'est pas bon pour moi. Or, moi, je crois que quelque part, il faudrait quand même qu'on partage, qu'il n'y ait pas de clivage entre l'astrologue et l'astrologie, mais c'est pas du tout le cas actuellement. Il faut que l'astrologie que je propose aux gens, ce soit l'astrologie que je vive moi-même. Non, mais c'est pas du tout aussi simple. Même s'il y a une langue de bois qui irait dans ce sens-là, non, en réalité, bon. Et aussi ces astrologues qui finalement rajoutent autre chose. Alors voilà, ce qui est très gentil, mais bon, comme vous disiez vous-même, d'ailleurs vous l'avez dit un petit peu, mais je n'ai pas voulu vous interrompre,
oui, alors on complète l'astrologie par d'autres choses. Mais dès qu'on commence à compléter, tout à l'heure je faisais une discussion sur la question des jus de fruits ou je sais pas quoi. Vous savez, je disais, moi je bois pas de thé, voilà. Je leur disais, moi je prends pas de thé parce que par principe, j'aime pas qu'on fasse passer une chose pour une autre. J'aime pas qu'on prenne de l'eau et puis qu'on dise, oui c'est de l'eau, mais elle est très bonne parce qu'il y a autre chose, voyez-vous. C'est important d'être clair sur le cadre. Voilà, donc pour moi, l'astrologie actuelle, c'est le thé. C'est-à-dire que c'est une sorte de truc un peu infâme et neutre, et puis on rajoute quelque chose d'autre qui n'a rien à voir et qui fait que ça c'est buvable. Je caricature, mais je veux dire que je mets en garde contre cette possibilité de faire un tour de passe-passe, si vous voulez. Là, moi je connais des gens comme ça, ou alors le type qui est carrément un voyant et qui dit je fais l'astrologie. Hein, ça aussi c'est un tour de passe-passe. Ah oui, ça c'est... Donc quand à ce moment-là, j'ai connu des professeurs d'astrologie qui faisaient croire que c'était grâce à l'astrologie qu'ils disaient ce qu'ils disaient, alors que ce n'était pas le cas. Donc vous savez, il y a tout. Alors bon, je vous montre peut-être la face sombre de l'astrologie, mais c'est vrai que ces astrologues considèrent que l'astrologie c'est bon pour les gens qui sont braqués sur eux-mêmes, et il faut surtout pas qu'on leur propose si vous voulez, on est presque dans une sorte de champ psychiatrique, c'est-à-dire que la personne, on sait qu'elle est complètement manipulée par elle-même, il faut donc surtout pas lui laisser croire que c'est quelque chose qui est valable pour les autres. Ça casserait complètement la magie. Je me rends pas compte parce que moi, en tant que Sagittaire, est très marqué par le Neptune. Je suis une Sagittaire un peu poissonnisée avec Uranus. J'attire beaucoup de gens qui sont dans une évolution de conscience et qui s'intéressent aux liens qui sont avec l'univers, qui ne sont pas trop dans cette demande. Oui. Vous voyez, on attire aussi, je pense, qu'on est. Donc, oui, je suis comme ça, j'attire. Oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, Ariane, de cet entretien. Merci de m'avoir trouvé par hasard sur Internet. Oui, je suis content de cette trouvaille. Je m'étais cachée, vous m'avez trouvé. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser qui que ce soit dans l'ombre, parce que les gens qu'on ignore sont peut-être justement les gens qui comptent. C'est pour ça que nous, on a une approche très systématique, on ne laisse personne, on n'oublie personne. Parce qu'autrement, il y a des pépites qu'on néglige et ça peut être l'élément qui va justement faire que les choses vont avancer, le groupe, le collectif. Donc moi, je suis tout le temps en quête d'exploration, de rencontrer de nouveaux astrologues, et parce que justement, il peut y avoir l'élément qui manquait dans le puzzle. Parce que c'est vrai que quand on est dans son propre cheminement, dans sa richesse intérieure, parfois il y a des phases où on a moins le temps de communiquer. Il y a des phases où on va plus aller vers le monde extérieur. Il y a besoin parfois aussi de vivre vraiment son propre monde. On est d'accord sur le fait que les phases font qu'on fonctionne différemment. Voilà. Mais enfin, cela dit, on a aussi beaucoup de différences entre nous, parce que moi, j'ai pas la même théorie des phases que vous. Oui. Mais c'est pas grave. Oui. On a une théorie des phases. Il n'y a pas une. Bon, on a on peut bâtir sur ce socle, tout en sachant qu'il y a des problèmes sur lesquels il y a débat. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie.